2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjahed, comment tu vas? Salut, ça va super bien et toi? Bah il fait chaud hein. Dans les studios on va dire. Dans les studios seulement parce que dehors, on est bien entouré là, des belles personnes. Tout à fait. Alors aujourd'hui donc on va avoir au sommaire nous recevrons donc Madame Assia Berberkat, j'espère que je l'ai bien dit, présidente fondatrice de Green Humanity France Algérie, association qui fait la promotion de l'environnement, la santé, la culture, les arts et toutes les richesses qu'il faut transmettre. T'as vu, tout un programme, hein? Tout à fait. C'est énorme. Aujourd'hui, nous recevrons ensuite la chanteuse Nawel Ben Kraim qui sera en concert à Paris le 5 octobre dans le cadre du festival Francophonie Métissée, étape du Grand Tour 2017. Voyage en francophonie. Nous aurons ensuite le plaisir, tu la connais très bien, à ton avis c'est qui? C'est, comment ça s'appelle? Founé. Eh oui, Founé Diarra Diop, qui est chroniqueuse beauté. Et aujourd'hui, à ton avis, c'est quoi le sujet? L'hiver. L'automne. C'est pas l'hiver. Je sais pas. Justement, c'est comment avoir de belles mains. Ah bon? Donc des astuces beauté pour avoir des belles mains. Bien. Tout ça au naturel. Donc pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission, poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone. Vas-y, éclate-toi. Le 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous serez les bienvenus dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et oui, et on revient tout de suite après une petite musique. Ouais. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite et tout de suite place à notre invitée Assia Berberkat, présidente fondatrice de Green Humanity France Algérie, association qui fait la promotion de l'environnement, la santé, la culture, les arts et tellement d'autres secteurs. Bonjour Assia, comment allez-vous? Bonjour Hinda, bonjour toute l'équipe, bonjour chers auditeurs et puis avant toute chose j'aimerais souhaiter la bonne fête de Ashura aujourd'hui, donc bonne fête à tous. Merci beaucoup. Et oui, exactement. Alors, Assia, elle est pas venue toute seule, hein? Il y a énormément de monde à côté. Absolument. Là, alors, quand on a commencé l'association il y a 1 an et demi maintenant, j'étais avec mon cher Karim, secrétaire général, qui est toujours à mes côtés. Donc Karim Gasmi. Voilà. Qui est secrétaire général, qui aussi qui est en charge de la stratégie de communication et puis aussi la responsabilité des pôles, des pôles qu'on a créés, pôle santé, pôle environnement, pôle culturel et puis formation étudiant. Donc c'est lui qui gère tous ces pôles-là, donc chapeauté par des experts en la matière et on a justement sur le plateau Nadir Hassen qui est maître, qui est avocat et puis qui est en charge du droit de l'environnement dans notre association. C'est important le droit parce que sur toutes les thématiques qu'on développe maintenant, on a envie que il y ait un socle important sur du droit, de la législation, de tout ce qu'on fait sur ces thématiques-là. On a aussi à côté Faiza Borsali qui est aussi de formation avocate au barreau de Tlemcen et qui travaille avec nous maintenant depuis 1 an et qui a à la charge de l'association qui a pour mission en fait de s'occuper de l'organisation de tous les événements de Green Humanity et voilà, donc elle travaille en lien avec le secrétaire général, avec moi-même et puis tous les autres pôles. Donc c'est elle qui a la charge de déployer, d'organiser tous les événements et les actions qui vont se mettre en place dès maintenant, dès le mois d'octobre. Et on a aussi à côté de nous Amine Borsali qui lui est en charge des relations publiques pour l'association et c'est lui qui nous met en lien avec vous par exemple parce qu'on est content d'être là et puis avec tous les autres médias, les personnalités, les experts, les organisations qui travaillent aussi dans les mêmes thématiques que nous et voilà. Et puis bien entendu il y a toute une équipe qui est loin de nous dans le sud de la France, dans toutes les régions d'Algérie. Je veux saluer Jamel Boali par exemple en Kabylie, je veux saluer Yassine Abdeljebbar qui travaille sur le pôle santé, qui est médecin lui-même à Oran. Je voudrais saluer aussi Belkacem Derwish. Voilà, toutes ces personnes, Marnia, Rodena, qu'on va avoir tout à l'heure, Rodena Mili qui va parler de l'environnement parce que le pôle environnement est un énorme pôle
et que j'ai souhaité scinder en deux, avec pour la partie droit de l'environnement donc Nadir Hassen, et puis pour tout le reste, parce que l'environnement c'est vaste. Il y a la gestion des déchets, il y a le développement durable, il y a voilà les déchets, enfin tout ce qui est comment dire, pour recycler en fait. Le recyclage, voilà, je cherchais le nom. Oui. Voilà, c'est très vaste, et ça donc Rodena, je lui ai confié cette mission là, et donc elle dira un mot tout à l'heure après Nadir. Alors moi je veux faire parler toutes ces personnes là. On va commencer donc avec Karim Gasmi. Vous allez nous dire chacun et chacune, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette association de Green Humanity France Algérie? Eh bien, écoutez, avant toute chose, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette belle invitation et simplement rappeler que j'ai eu la chance de connaître Assia sous d'autres cieux et avec d'autres associations, et je connaissais sa richesse, sa volonté de faire connaître la culture, l'environnement, la santé et la formation au sein de l'Algérie. Et donc, quand on a échangé et qu'elle m'a proposé de travailler à ses côtés, je n'ai pas hésité un seul moment. D'accord. Et vous, alors, c'est Monsieur Nadir Hassen. Voilà. En même temps, vous allez les présenter. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi. C'est un plaisir de me retrouver déjà avec vous dans ce beau cadre très dynamique, et avec un astre du Levant qui est apparemment encore plus émetteur d'énergie pour l'environnement. Ça sert. Il m'a capté. Alors, pour ma part, oui, donc je suis avocat au barreau de Paris en exercice sur l'Algérie, donc je fais beaucoup de va-et-vient entre les deux rives. Et pour cibler la question de l'environnement stricto sensu, dont l'environnement est une affaire, on va dire, qui me passionne depuis quelques années déjà, que j'ai eu l'occasion d'approfondir avec mon maître Jacqueline Morand-de-Villers, qui ne m'écoute probablement pas, je sais qu'elle est très affairée même le dimanche, mais qui reçoit quand même mes salutations, qui connaît bien notre association, qui est venue avec nous à Oran et qui fera encore de belles choses avec nous, je pense. Et sur ce beau chemin, j'ai rencontré il y a à peu près bientôt un an Assia Ben Berkat et l'équipe de Green Humanity, et nous avons vite vu que nous avions non seulement des choses à nous dire, mais à échanger, voire à faire ensemble. Et c'est un peu ce qui m'a amené sur le chemin de l'action, mais pour ma partie, sur les sentiers du droit, pour ne pas trop me départir de ce que je connais bien, si ça ne m'empêche pas de regarder, bien sûr, ce qui se passe à droite et à gauche dans les différentes options et différentes facettes que comporte la matière. Alors, il y a beaucoup à faire, et beaucoup à mettre en application. En Algérie, je crois que c'est aussi vrai en France, et même ailleurs où je reviens de Genève, là j'ai vu certaines choses qui font que on agit, mais il y a encore à faire. Et c'est un domaine passionnant qui en France est constitutionnalisé, qui appelle à l'être en Algérie. Il y a beaucoup de choses à dire, et pollueur-payeur qui est très important. Vous jetez quelque chose par terre, vous payez, vous réparez. Il y a des mentalités, il y a un problème de structure et de transmission de savoir-faire en matière de recyclage. On jette un bouchon par terre, on peut faire beaucoup de choses avec un bouchon, on en parlera. Un simple bouchon de plastique. Et bien sûr, je sais, ça vous passionne beaucoup, le développement durable. Qu'allons-nous transmettre aux générations futures? Tout est là. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Ça, c'est vraiment important, justement. Et notre planète. Parce que malheureusement, si on pollue la planète, eh bien, on pollue aussi notre corps. Absolument. Bien, Assia, moi-même et une partie de notre équipe, également nos équipes d'Alger, Walid, Yassine, toute la bande que je salue chaleureusement, aussi, nous ont aidés cet été à Alger, puisque nous avions choisi une plage d'un ami de l'association qui est à Entaya, et pour lequel nous avions un petit peu tenté de mettre en valeur le sable et tous ces beaux atours qui étaient déjà naturellement beaux, et auxquels nous avons apporté notre petit grain de propreté. Puis Assia a eu une très bonne idée, en ce sens que nous avons pris des gamins, puis on est allé se balader avec eux au large, pas très loin des côtes quand même, et on leur a fait une petite conférence environnementale. Et c'est là qu'on transmet, parce qu'on leur dit que si on jette un sac en plastique, un poisson l'ingurgite, que nous après nous allons ingurgiter le poisson avec le plastique dedans, tout ça, ça fait de beaux dégâts. Et qu'on était là, non pas pour leur dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, mais pour leur dire ce qu'ils devaient transmettre notamment. Parlez-en à vos copains, parlez-en autour de vous. Quand on voit le nombre de gens
adultes et enfants qui sont venus nous aider sur la plage à tout nettoyer. Oui, c'est encourageant. Donc ce message doit continuer à être transmis. Voilà, des mini-conférences sur l'eau, en bateau, on emmène les gamins et ensuite, mais juste avant, on nettoie avec eux, donc on prend en fait des personnes, notre équipe aussi, on nettoie le littoral parce qu'on est contre, c'est des événements qu'on fait, c'est des actions qu'on fait contre la délinquance environnementale. Et puis, ça donne cette impulsion que les gens, on a fait ça en plein été en plus, en pleine période estivale, et il se trouve qu'on a vu des gens venir vers nous, des jeunes, naturellement, et ils sont venus avec nous. Ils s'investissent, donc ils ont pris des sacs, ils ont mis un t-shirt, une casquette, et puis ils ont nettoyé avec nous tout le littoral. Et puis ensuite, pour les récompenser, on est allé sur un bateau, on s'est éloigné du large, et puis on a un peu parlé, on a fait une mini-conférence sur le droit de l'environnement, par exemple, où on a sensibilisé ces jeunes à ne pas jeter dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau? On a quand même dans les fonds marins de la vie aussi, et des poissons qu'il faut pas polluer parce qu'on les mange aussi. Et donc ça a beaucoup intrigué et ça a beaucoup intéressé. Et du coup, l'idée à la fin, c'était de dire à ces jeunes, maintenant vous avez entre vos mains le pourquoi on fait ces actions-là. Alors bien entendu, c'est des actions qu'on va faire de plus en plus sur le littoral et français et algérien, et d'ailleurs partout, même en Angleterre, puisqu'on va aller en Angleterre et un peu partout. Mais l'idée, c'est de dire maintenant, peut-être pas cette génération-là, mais ni l'autre, peut-être la troisième génération, elle sera sensibilisée de manière importante. Et c'est à nous de faire ce travail aujourd'hui. C'est important. Alors, on va présenter l'autre personne de votre... Faiza Borsali. Voilà. Alors, on va lui Maître donner... Faiza Borsali. Un autre avocat. Un autre avocat au barreau de Tlemcen. Oui, le bonjour à toute l'équipe de France Maghreb 2 le bonjour à toute l'équipe de France Maghreb 2, et on leur remercie beaucoup de cette invitation et le fait qu'elles nous ont reçus avec leurs bras ouverts et nous ont permis de parler de notre association, qui est une association très lucrative et très importante avec toutes les thématiques qu'elle défend. Et c'est ces thématiques qui m'ont poussé à adhérer à cette association, à m'investir avec tout ce que je peux et tout ce que je possède pour la faire monter vraiment, parce que c'est très très important, toutes les thématiques, de défendre toutes ces thématiques, la culture, l'environnement qui est très important, qui va sauver notre planète et permettre à nos enfants de bien vivre et vivre sainement, sans pollution, sans déchets, sans rien. Tout ça, c'est très très important de l'inculter à nos enfants et à notre génération future. Et aussi les thématiques de la santé aussi, qui est très importante, qui joue un très grand rôle dans notre vie de tous les jours. Et la culture, bien sûr, qui est la source de tout ça, parce que c'est un homme qui est cultivé ou une femme qui est cultivée, elle saura comment défendre et comment inculter tout ça à la génération future qui est là, qui sera présente à prendre la relève et à faire poursuivre le but de l'association. Oui, parce qu'en fait, juste un petit mot pour compléter ce que vient de dire Faiza Borsali, toutes les thématiques qu'on a développées, en fait, notre objectif, je l'ai pas expliqué, l'objectif de Green Humanity France-Algérie, c'est de valoriser le patrimoine algérien. Donc l'environnement, la santé, même si il y a des hics, mais la santé en Algérie, c'est quelque chose qui fonctionne bien finalement. On a des compétences qui sont partout dans le monde et qui ont été formées par l'Algérie. Donc ça, il faut pas l'oublier, et qui sont un peu implantées partout dans le monde. Et d'ailleurs, on a des lauréats, on a des prix d'excellence qui sont attribués chaque année à des médecins, à des professeurs, vraiment à des personnalités algériennes. Donc ça, on le défend parce que c'est notre pays aussi. Il faut pas l'oublier. Donc la santé, la formation, la culture, donc le patrimoine culturel, le patrimoine historique, ce patrimoine millénaire qui a traversé notre pays. On est le plus grand pays d'Afrique, donc bien entendu, on a des civilisations qui se sont déclinées au fur et à mesure du temps. Ça, on doit le valoriser et on doit le faire entrer dans la tête de nos enfants qui sont ici, qui sont à l'étranger, qui sont en Algérie. On a un patrimoine important et ça, il faut le mettre en avant, et c'est le travail, l'objectif aussi numéro 1 de l'association. Et
Et puis, bien entendu, la formation, la jeunesse. Donc, on a un pôle jeunesse, des étudiants qui sont ici en France, avec lequel, d'ailleurs, dans pas très longtemps, on va organiser un colloque sur les étudiants, la formation, qu'est-ce qu'ils font là après avoir été formés par l'Algérie, quel est leur but, qu'est-ce qu'ils vont devenir, et comment on peut les faire nous ramener en Algérie pour que justement l'Algérie bénéficie de tous ces talents-là. Alors tout ça, pour résumer un peu ce qu'a dit Faiza, c'est que toutes ces thématiques-là, ça parle à tous, parce que c'est entouré de valeurs universelles. L'Algérie, c'est le partage, la solidarité, le respect, la tolérance, l'amitié, etc. Donc tout ça, nous on le met au cœur de nos actions. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que on est apolitique. Et je tiens à le dire, on est vraiment apolitique et on parle pas de religion. On estime que ces deux thématiques-là, c'est dans la sphère privée. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, pour pas que les gens aient des amalgames. Donc nous, on défend absolument ce patrimoine algérien, même si on est de deux cultures, deux identités différentes. Ça nous apporte une richesse importante. Et autour de nous et autour de ce projet-là, venu se greffer des personnalités comme Nadir Hassen, comme Rodena, comme Karim Hervé Benkemla, comme Karim Gasmi, comme toute l'équipe qui est là autour de nous et qui s'affaire à travailler. Que des belles personnes d'ailleurs, belles personnes, je vois, qui au potentiel. Et c'est moi qui vous remercie, parce que pour moi et pour nous aussi ici sur France Maghreb, l'environnement, le vivre ensemble, la communication, la transmission de savoir des anciens à la jeunesse est essentielle pour justement l'humanité tout entière, pour préserver notre belle planète qui malheureusement de jour en jour se meurt. Et de jour en jour, il y a des événements climatiques qui sont dus aussi en partie, même d'ailleurs en grosse partie. Et d'ailleurs, Green Humanity a très bien compris ce défi écologique, environnemental. D'ailleurs, on est à fond dans ce domaine-là, pas que pour l'Algérie, parce qu'on sait que l'Algérie est à la COP, est installée dans les COP, donc elle est à la COP 21, elle va être à la COP 22 à Bonn, et on y sera sûrement aussi. Et c'est pour ça que ce pôle environnement, pour nous, il s'est coupé en deux avec le droit et toutes les autres thématiques de l'environnement, parce qu'il y a beaucoup de thématiques, mais en même temps, il risque de se décliner encore plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer. Bien sûr. Alors, on va donner aussi la parole à Amine, monsieur Amine, voilà. Alors, allez-y, prenez ce micro-là. Oui, merci. Alors, il est chargé des relations publiques, mais bon, il ne fait pas que ça, il est très très investi avec nous. Alors oui, bonjour. Azon Filaoun. Très ravi d'être parmi vous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, comme l'ont fait mes amis, et en même temps, je tenais à préciser certains points très importants. C'est que un pays sans culture, un pays sans patrimoine n'a ni avenir ni présent. Et je pense que le but essentiel de notre association, sous la direction de notre présidente, en premier, en dernier lieu, c'est de mettre les deux rives, la communauté en premier lieu algérienne des deux rives, d'accord, en contact, parce qu'il y a eu pas mal c'est-à-dire on est là en France par exemple, on est à la 3e et à la 4e génération d'Algériens, plutôt de Français d'origine algérienne, et qui à un certain moment sont arrivés à se dire, on aimerait bien voir ce qui se passe de l'autre rive. Et c'est avec cette idée principale que l'association s'est investie, s'est intéressée en premier lieu à l'Algérie, ce qui se passe en Algérie, comment aider l'Algérie et surtout les associations algériennes à mieux préserver, à mieux mettre en valeur notre culture, notre histoire et notre patrimoine. Et c'est le but fondamental de notre association. En tout cas, c'est merveilleux, vraiment. Merci. Non, je vous le dis vraiment, je suis touchée, et je serai toujours touchée par autant de gentillesse et autant de personnes qui œuvrent pour le bien, qui œuvrent pour l'humanité. C'est un devoir. Justement. Avant tout, on est tous d'ailleurs d'accord dans toute l'équipe, c'est que c'est d'abord un devoir avant d'être des objectifs, des actions, des environnements. On est tous d'accord pour dire que défendre ce patrimoine-là, c'est d'abord défendre notre patrimoine algérien, mais c'est aussi défendre
d'un patrimoine planétaire. C'est ça. Et c'est quelque chose qu'on veut inculquer à la jeune génération. Et puis tout à l'heure, Amine parlait des associations qu'on a rencontrées. Effectivement, depuis 1 an et demi qu'on existe, on a rencontré énormément d'associations qui œuvrent en Algérie. Et ce sont pas des moindres. Ce sont des associations qui sont dans l'environnement et qui font un travail extraordinaire depuis des années et des années. Je pense à l'association Arnab Blida, par exemple, avec lequel on a travaillé, avec lequel on a échangé, qui nous ont bien accueillis et on a découvert leur travail. Et d'ailleurs aujourd'hui, je voudrais saluer, s'il m'écoute, Hossein Ben Yahya, parce qu'il fait partie de notre équipe et ça a été le président il y a 25 ans. C'est lui qui a fondé Arnab Blida. Et donc maintenant, bon, il a pu continuer parce qu'il s'est installé en France, mais il a repris les rênes de ses engagements associatifs avec nous. Donc il est avec nous et nous on est très fiers de l'avoir à nos côtés. Et puis il y a plein d'associations, de la santé. On a rencontré récemment, par exemple, je ne sais pas si elle m'écoute, mais Dalila qui est chef de service de l'hôpital France Fanon. C'est important pour nous cette double culture, France Fanon, la France, l'Algérie, etc. Donc ça, nous on travaille sur avec ces associations. Alors pas pour leur dire voilà il faut faire comme ça parce que nous on vient de France et ça doit être comme ça. On vient se nourrir justement de ce que eux font, des richesses de chacun, parce que eux le font vraiment très bien. Et c'est ce que nous on fait, c'est ce que nous on va chercher et on montre ici en France et à l'échelle internationale pour dire qu'on a des associations qui existent. Et c'est pas que des associations qui font en France du couscous ou des robes arabes, algériennes. Ça se mesure pas à ça. On est une association qui maintenant a une dimension importante, que ça déplaise ou à qui que ce soit. Nous notre but, c'est de dire que c'est pas que la belle culture des arts, c'est-à-dire culinaire ou des vêtements, enfin voilà, des robes et tout. C'est aussi que notre pays s'est considérablement développé. On vient d'essuyer une décennie noire. On est souverain depuis pas longtemps et l'Algérie est à peu près, si ce n'est au même point que tous les pays comme ça qui émergent et qui sont donc voilà, moi je suis assez fière de ce pays. Tous ceux qui m'entourent sont fiers de ce pays et alors bien entendu on n'oublie pas la France parce que on est franco-algérien et on est français avant tout et d'origine algérienne, mais c'est pas que les valeurs républicaines qui nous animent, c'est pas que la laïcité qui nous anime, c'est aussi tout ce pays qui est riche par ses traditions, par ses arts, par sa culture, par son identité. Et c'est ça que je veux défendre. Merci beaucoup Assia, on va revenir tout de suite après une petite pause musicale. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, toujours bien entouré, donc avec notre invitée Assia Ben Berkat, présidente fondatrice de Green Humanity France Algérie, qui fait la promotion donc de l'environnement, de la santé, la culture, les arts et tellement d'autres secteurs. Donc Assia, on a pu donner la parole un peu à toute votre équipe, votre équipe qui est là, et encore, c'est une petite partie, voilà, un de tout l'équipe. petite partie de l'équipe, mais une belle brochette, comme on dit. Oui, voilà. Alors, je crois qu'on va accueillir ou pas Rodaina. Oui, alors Rodaina, avant de lui donner la parole, c'est une personne, c'est un membre, Rodaina Mili, qui est donc architecte de formation, qui travaille sur l'urbanisme aussi et qui est très très intéressée et en tout cas très experte dans le monde de l'environnement. Et donc on s'est rencontrés comme ça sur les réseaux. Elle a suivi un petit peu Green Humanity et puis elle s'est dit voilà une association qui m'intéresse, qui m'interpelle, justement parce que on parle de thématiques d'actualité, sans politique, sans religion, de valeurs universelles, et ça l'a intéressée, ça l'a interpellée. Et donc on s'est vu chez une autre membre de la région de l'Occitanie, à Montpellier, qui s'appelle Mornia. D'ailleurs je lui fais un petit coucou parce qu'elle est à Oran, je le sais, avec toute l'équipe. Et donc Rodaina est venue et on s'est rencontrés, on a échangé ensemble, et depuis presque 1 an maintenant, on s'est plus quittés, et elle m'aide beaucoup, et donc on va faire pas mal de choses dans la thématique de l'environnement avec Nadir Hassen aussi à nos côtés, pour justement mettre en avant le droit.
Et Rodena, donc, on a décidé cette année, parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'Algérie, sur le territoire le national algérien, et cette année on va axer un peu plus nos actions sur le national français. Voilà, on va faire une espèce de partage, même si on va se déplacer en Algérie parce qu'on a des actions en place, mais on va plus se décliner. Donc on va faire une action environnement en France, à Avignon, une action culturelle, une action santé. On va faire donc le colloque santé, mais on en parlera tout à l'heure. De nouveau au Centre culturel algérien. Donc pour la partie environnement, je vais laisser la parole à Rodena parce que je sais que je lui avais demandé, je l'avais missionné de travailler sur une conférence, de préparer une conférence sur la thématique de l'eau, les éco-gestes par exemple. D'accord. Donc je vais la laisser développer tout ça parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Bonjour Rodena. Oui, bonjour Hinda, et avant toute chose, merci pour votre chaleureux accueil. Merci à vous. Merci chère Assia pour cette présentation, et bonjour à toute l'équipe GHFA ainsi qu'à tous les auditeurs. Donc voilà, pour moi aujourd'hui c'est un plaisir d'être parmi vous depuis Avignon, donc depuis le sud de la France. Alors, parlez-nous un petit peu de votre rôle dans l'association, de ce que vous faites. Bon, Assia nous a parlé un peu de ce que vous faites, mais on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé vous aussi à aller dans cette association, à vous investir pour l'environnement et un peu tout ce qui est aussi la culture, tout ce que tous les toutes les thématiques, voilà, c'est ça, toutes les thématiques que développe cette association qui entre la France et l'Algérie, l'Algérie qui a beaucoup de richesse, et là vous êtes le lien entre l'Algérie, la France, pour faire découvrir, parce qu'on ne connaît pas. Absolument. On ne connaît pas, on ne donne pas assez la parole dans les médias à des associations comme vous. Merci de nous la donner, en tout cas. Oui, tout à fait. Mais elle a si bien expliqué sur le point de départ de ma volonté personnelle à intégrer l'association Green Humanity, parce qu'en effet, les valeurs qu'elle véhicule m'interpeller, m'intéresser, et surtout cette dimension universelle, et puis parler des sujets de fond sur lesquels on peut développer des idées d'avenir et émerger également d'autres projets dans l'envie et la volonté de développement de notre pays, l'Algérie, et aussi faire le lien avec la France et faire connaître justement tout ce panel de personnes qui œuvrent au quotidien, qu'on connaît peut-être pas suffisamment assez. Et justement, là également notre rôle, c'est de faire ce lien-là. Et c'est vrai que c'est une chance pour moi, parce que je l'ai souvent voulu et désiré étant résidente ici en France depuis de nombreuses années. Mais moi, je suis née en Algérie. J'ai vécu une grande partie de ma vie en Algérie, donc je connais parfaitement. J'ai également fait mes études, une grande partie de mes études universitaires là-bas. Donc voilà, ma volonté était là aussi, de faire cet échange-là, parce qu'on part d'une rive et de l'autre, mais le lien doit être aussi dans ce sens-là, d'œuvrer tous ensemble et bien pour faire connaître les bonnes pratiques, les projets qui œuvrent pour le bien commun. Voilà. Donc mon engagement, il est là aujourd'hui, aux côtés d'Assia et de toute l'équipe. Et donc voilà, j'en suis très heureuse. Merci beaucoup en tout cas. Peut-être que Assia voudrait rajouter quelque chose. Alors, parce oui, parce que vous voulez qu'elle parle un peu de développer davantage. En fait, il faudrait faire plusieurs émissions avec vous, parce que là, il reste pas beaucoup de temps. Il y a Karim à appeler, puis il faut donner la parole à tout le monde. Mais en tout cas, allez-y, 2 minutes. Tout à fait. En fait, justement, dans le cadre de l'émission et en ma qualité de responsable du pôle environnement, je tenais également de vous parler d'une conférence qu'on est en train d'organiser autour du thème de la gestion de l'eau. Comme nous savons très bien aujourd'hui que la préservation de la ressource en eau est plus que jamais au cœur des enjeux planétaires, vu sa rareté liée à la crise du climat. Bien sûr. C'est dans ce sens-là, et dans notre constat général, international, et plus particulièrement au sein de notre association, d'autant plus que cet été on remarque encore une fois le lancement de plans anti-sécheresse dans de nombreuses communes en France, notamment dans les départements du Vaucluse et de l'Ardèche, où la situation s'est considérablement dégradée, surtout qu'on sait que l'Ardèche est une région des plus riches
en agriculture et en ressources en eau. Donc c'est vraiment très alarmant, d'autant plus que notre engagement il est aussi ici pour mener des actions et des conférences pour communiquer également et réfléchir sur les projets qui peuvent en découler. Donc entre autres, avec ce constat-là, nous avons choisi de développer cette thématique qui est aussi au cœur de nos préoccupations, comme je le disais, d'une part pour alerter et informer les publics sur les enjeux de la protection de la ressource, mais aussi pour communiquer sur des actions menées en France par les acteurs publics notamment et les acteurs privés pour rationaliser l'utilisation de l'eau et maîtriser l'activité humaine sur les ressources, parce qu'on sait très bien que l'usager est un acteur principal sur l'environnement. Bien sûr. Et là est notre volonté de le sensibiliser encore une fois. Donc notre événement se déroulera dans le sud de la France, probablement à Avignon. Donc nous sommes en pleine gestation sur les thématiques qui seront abordées, ainsi que sur les intervenants spécialistes du sujet. Ce sera quand l'événement? Au printemps, je pense qu'on va définir ça en janvier avec Rodena quand on. Tout à fait. Au printemps. Bon, alors il faudra venir ici pour nous en parler, peut-être, hein? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Rodena. Ça va vite, mais j'aimerais vous entendre encore plusieurs pour parler de l'eau, parce que l'eau, l'eau, il faut savoir que notre corps, c'est 3/4 d'eau. Et en fait, l'eau, il y a eu une étude de fait, hein, l'eau est vibratoire. Et cette eau vibratoire, si elle est polluée, si elle est souillée, ne serait-ce que même par nos propres pensées négatives, fait qu'on s'autopollue nous-mêmes. C'est tellement intéressant. On pourrait en parler des heures sur ça. Ah oui, exactement. C'est bien dommage parce que j'aurais tellement de choses à développer, en effet, sur les grandes thématiques qu'on va aborder. Mais j'invite tous les auditeurs à se connecter sur notre page Facebook Green Humanity France-Algérie, notamment pour réagir, nous faire part de leurs idées et puis suivre un petit peu le déroulement de cette conférence, entre autres, parce qu'il y a tellement de projets au sein de l'association qui vont être mis en place cette année. Voilà, ça va être une année assez exceptionnelle et riche en actions. Et Rodena a raison de dire que tous les acteurs sont concernés en fait. Mais bien sûr, nous sommes tous concernés. Voilà, on est tous concernés et on mettra un point d'honneur sur ça. Assia, vous pouvez nous parler des pôles. Donc, on a vu un peu les pôles d'intervention, mais peut-être venir plus en profondeur. Et on va essayer d'avoir, en attendant, donc Karim Hervé, Ben Kemla. Voilà. On va quand même saluer Rodena alors. Oui. Ah bah oui. Ah oui, mais Rodena, elle est bien avec nous aussi. Moi, je l'avais dit dès le départ. Je suis heureuse également de vous écouter. Ah bah nous aussi en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Rodena. Merci, et au plaisir de vous rencontrer. Hein. Au plaisir. Merci beaucoup Rodena. Et coucou à l'Occitanie. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Assia, vous allez nous parler justement des pôles d'intervention. On a parlé de la culture. Voilà, on a parlé de la culture. Alors l'environnement, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, donc on va peut-être passer au pôle culture, patrimoine historique, patrimoine culturel, qui est que l'Algérie possède, hein. Donc nous on développe ce patrimoine-là. Donc ça fait qu'1 an et demi, on est allé sur le terrain et le national algérien pour justement découvrir, par exemple la Casbah où on avait signé il y a à peine 1 an maintenant un partenariat avec la fondation Casbah. Mais bon, il n'y a pas que ça. On a rencontré beaucoup d'acteurs, la société civile, les associations, les personnes qui justement préservent ce patrimoine. On est allé les rencontrer, on a vu comment on pourrait essayer de fonctionner ensemble pour valoriser ce patrimoine. On a rencontré aussi des ambassadeurs. Je parle de l'ambassadeur de Turquie avec lequel on a échangé, on a eu une audience. Ils sont engagés, ils veulent justement préserver l'environnement. Alors moi je tiens, avant d'avoir Karim Hervé qui développera un peu plus, mais je tiens à souligner quelque chose, c'est que on s'est rendu compte en fait en allant un peu partout sur l'Algérie, découvrir ce patrimoine comme par exemple à Oran, avec des associations comme Sidi Houari, comme toutes ces associations qui œuvrent, Monsieur Moustapha Gueddi qui nous avait reçus et avec lequel on a fait un magnifique colloque à Oran. On s'est rendu compte en fait que toutes ces associations œuvrent depuis des longues années et qui malheureusement
les personnes qui ont le pouvoir décisionnaire n'accrochent pas. Enfin, en tout cas, ne donnent pas, en tout cas, la possibilité de ces associations de justement de développer un peu tout ça. Donc c'est un peu dommage. Moi, je fais un appel aujourd'hui à ces personnes qui décident justement de donner la possibilité à ces associations de développer au maximum et à faire connaître au maximum le patrimoine algérien, de le faire. Donc nous, on le fait parce que on a un devoir de mémoire, on a un devoir de le faire entre la France et l'Algérie. Il faut se dire que le patrimoine qu'on a en Algérie est immense. On en est fiers. Et donc, pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas en parler? Donc, ça, c'est important. Et en fait, bon, c'est personnel, mais j'aimerais vraiment aussi, vous qui côtoyez les anciens en Algérie, faire une vidéo sur leur expérience, sur leur transmission, et de le faire connaître justement. Alors, regardez, Adrar. Moi, je suis allée à Adrar en avril, il y a 1 an. J'ai été accueillie par Keltoum Fedjerni, qui doit nous écouter aussi, avec Horia Kassimi, qui fait partie de notre équipe aussi. On est allé à Adrar, on a été accueillis 24 heures. Et là, il y a des traditions différentes que celles d'Alger, que celles d'Oran. On a été accueillis, on a déjeuné, par exemple, ou autour d'un plat malien, et puis parce que c'est à côté du Mali, et puis un plat algérien, et on a eu cette tradition de déjeuner ensemble sur un même plat, sans fourchette, à la main, et c'est toute une tradition qui est arrivée comme nous, et ça, si vous voulez, elle partageait les légumes, la viande avec ses mains, mais proprement, elle nous distribuait tout ça, et ça s'appelle une sammar. Une sammar, ça veut dire je distribue à mes invités. Et ça, c'est une manière de mettre en avant le partage, la solidarité, le respect autour d'un plat. Donc j'ai vécu ça de manière très magique et j'ai voulu le faire partager. Voilà. Et donc ça, c'est important. Pareil avec Horia Kassimi, dans la thématique de l'environnement, on va aller chez elle très bientôt pour aller faire la cueillette des olives. Mais c'est pas simplement la cueillette des olives, c'est toute une tradition. Bien en Kabylie, par exemple, on cueille les olives de manière traditionnelle avec des chants berbères, avec des tenues bien spécifiques. Et ça, on va faire un reportage en fin d'année chez elle en Kabylie, parce que c'est magnifique. Donc c'est ces traditions-là qu'il faut ancrer dans la tête de nos jeunes pour qu'ils respectent justement cette tradition, parce qu'ils sont simplement bénéficiaires de ce patrimoine-là. Voilà. Alors Assia, on va accueillir Karim Hervé Ben Kemla. Oui, c'est ça. Ben Kemla, qui est responsable du patrimoine culturel culturel et historique. Et avec lui, on a échangé beaucoup. On est allé à Oran. Il n'y était pas allé depuis quelques années. Il m'a fait le plaisir de m'accompagner. Et là, il va vous parler de ce qu'on a rencontré, ce qu'on a vécu là-bas. Alors Karim, on vous écoute. Vous pouvez nous parler de votre expérience? Bonjour à tous. Bonjour. Karim Hervé Ben Kemla, Green Humanité France-Algérie. Et la première chose à dire, c'est quand on revient après autant d'années, ça nous permet de redécouvrir, avoir un œil nouveau sur ce patrimoine immense d'Oran. C'est à la fois une ville c'est une ville magique, parce que c'est une ville à la fois qui est européenne, espagnole, espagnole c'est européenne aussi, mais je voulais dire à la fois musulmane, romaine. Il y a beaucoup de choses à redécouvrir, et surtout ce que l'on a vu avec Assia, avec Marnia, avec Farah et mes autres amis, en se promenant, c'est qu'on a redécouvert qu'Oran était une ville art déco, où il y avait un patrimoine immense, et on pourrait en faire vraiment quelque chose, si on la restaurait bien, ça pourrait devenir une référence d'une ville art déco pour une ville méditerranéenne art déco, comme à l'instar de Riga, qui est aujourd'hui une ville symbole pour l'art nouveau. Oran pourrait devenir un symbole pour l'art déco, parce qu'il y a énormément de choses. Voilà. Karim Hervé, je voudrais qu'on parle aussi parce que elle me fait des grands signes. Il reste plus beaucoup de temps et j'aimerais vraiment que tu développes justement le principal axe d'orientation dans la culture, ce qu'on veut faire, ce devoir de mémoire qu'on veut mettre en avant. Tout à fait. Le devoir de mémoire, déjà, il y a quelque chose qu'il faudrait faire, qu'il faut sauver absolument à Oran. C'est le quartier de Sid El Houari, qui est vraiment en train de disparaître pratiquement à vue d'œil, parce que ça fait très très longtemps que les restaurations auraient dû avoir lieu, et pour des raisons qui nous dépassent, on va pas. Ça n'a pas été fait vraiment. Et donc ça, c'est sur ça que l'on a commencé
à travailler. On avait rencontré des associations qui travaillent sur le patrimoine de Sidi El Ouali, aussi des associations qui se battent pour le faire vivre, qui font découvrir les trésors à la fois espagnols, ottomans, que l'on trouve à Sidi El Ouali. Et malheureusement aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, c'est trouver les vrais responsables qui puissent permettre qu'il y ait des partenariats, j'allais dire sérieux, avec des architectes, avec des tailleurs de pierre, pour redonner vie, restaurer un peu le patrimoine, ouais. Voilà, pour redonner vie à ce patrimoine, parce qu'aujourd'hui c'est pas fait. Je vous donne un exemple. En Tunisie, là, ils viennent de renouveler un partenariat avec l'école du Louvre, qui permet la formation de jeunes tailleurs de pierre, de restaurateurs. Et on aimerait faire ça. Donc nous, on en avait parlé lors de notre conférence à Oran. Oui, à Oran, tout à fait. Et aussi lorsqu'on avait fait la conférence à Al Jamouria, donc le journal de référence d'Oran, on avait lancé cette idée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les autorités là-bas aussi bougent et veuillent signer un partenariat, parce que c'est compliqué, vous savez, c'est administratif. Donc il faut que dès que ça se fera et ça se décantera, ici on essaiera de faire des levées de fonds, on fera des dîners. Asia s'y est engagé, ainsi que notre secrétaire général, monsieur Karim Ghasmi, à faire des grands dîners pour lever des fonds, ainsi que on touchait aussi des mécènes, des grandes entreprises comme Total, comme des compagnies d'assurance, des banques, qui seraient intéressées pour participer à la restauration de ce très beau patrimoine. Ça c'est vraiment c'est quelque chose qui nous oblige maintenant à c'est ce qu'on va faire justement avec Faiza Borsali, travailler sur cette partie de levée de fonds et l'événementiel. Merci Karim. Merci beaucoup Karim en tout cas. Eh ben merci à vous, et encore mille excuses parce que je suis pas sur place avec vous, et merci à votre radio de nous avoir accueillis, de nous avoir donné la possibilité de faire partager notre passion et notre envie de faire évoluer ça. Et juste une dernière chose pour conclure, il faut savoir que ce travail que l'on est en train de faire sur la mémoire, sur le patrimoine, c'est aussi un trait d'union entre les deux rives, entre la France et l'Algérie. C'est une forme de réconciliation. Exactement. Oui, il y en a besoin justement. Merci Karim. Ça passe tellement vite, on pourrait rester des heures avec merci vous, en tout cas de nous avoir accueillis. Alors pour les auditeurs qui voudraient en connaître, avoir d'autres infos sur l'association. Alors on a un site internet que j'ai créé toute seule il y a donc 1 an et demi pour faire connaître pour avoir un outil de communication surtout. D'accord. Donc voilà, vous pouvez y aller, c'est Green Humanity France Algérie tout attaché world.press voilà. Ensuite il y a notre site internet, notre page Facebook. Donc là vous pouvez communiquer avec toute l'équipe, et puis bien entendu vous êtes conviés, et on le fera de toute son savoir à tous nos événements. Donc pour terminer, il y aura le colloque sur la santé qu'on va préparer au CCA. On l'a déjà fait, mais on le refera parce que ça a eu beaucoup de succès. L'événement qu'on fera sur l'environnement. Alors il y a 2 événements avec Nadir Hassen et Jacqueline Morand-de-Villers qui préparent un colloque sur l'environnement, sur le droit de l'environnement dans les prochains mois. Donc on sera partenaire de cet événement. On a notre événement donc au printemps avec Rodena à Avignon. Donc pour parler de l'environnement et des eaux, et puis surtout en fin d'année, pour clôturer au mois de juin, donc on aura un événement littéraire autour d'une grande personnalité littéraire. On vous fera la surprise, on est en train de préparer ça, et ça sera à Lima, donc au mois de juin. Super. Voilà. Il faudra à chaque fois nous dire, vous aurez la parole et nous parler de vos événements. Alors je voulais juste peut-être laisser la parole à mon secrétaire général pour qu'il puisse donner peut-être ses coordonnées et puis finaliser le... 1 minute. Ça passe vite. Ça passe vite. Alors en 1 minute, vous retiendrez mon numéro de téléphone 06 50 34 19 74. On va le redonner. Voilà, sinon n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook de l'association Green Humanity France-Algérie. Merci à tous, et je redonne la parole à Inda. Non, redonnez d'abord votre numéro de téléphone avant je de me redonne redonner une dernière fois, 06 50 34 19 74. Super, merci à vous tous en tout cas. Merci beaucoup, merci Linda, vraiment c'était un vrai pour plaisir. votre présence. Et puis on aura l'occasion de refaire des émissions et de parler, parce que
En fait, il faudrait une émission par thème. C'est ça. Voilà, parce que là, là, on a parlé en gros de l'association, mais après, il faudra faire des émissions vraiment par thème, la culture, la santé. Juste pour terminer, c'est qu'on n'a pas été dans une stratégie de communication. On a fait pendant 1 an et demi beaucoup de travail sur le terrain, ça nous a beaucoup occupé. Et cette année, on a décidé justement avec le secrétaire général, le comité directeur, de non seulement travailler sur notre communication. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec vous. On sera avec d'autres médias aussi. Et puis des levées de fonds pour continuer nos actions, parce que voilà, et on a besoin de fonds. Nos déplacements se font par nos propres deniers, et puis maintenant il faut que ça change. Voilà. Super, en tout cas, et nous on se retrouve après une petite pause musicale. France Maghreb 2, France Maghreb 2 sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour Founé, elle est revenue. Bonjour Inda. Comment tu vas? Ça va, merci. Et vous? Ouais, super. Et toi, alors aujourd'hui, donc on va parler des mains. Oui. Alors, comment avoir de belles mains? Quelles sont tes astuces? Super. Alors mes astuces pour avoir de belles mains, c'est de ne pas faire la vaisselle, de ne pas faire le ménage. Ouais, c'est ça. Alors c'est qui va le faire à ta place? Et de ne pas se servir de ses mains. Bien sûr. Bravo, voilà. T'as vu le tuyau? En fait, Merci, tu fais pas la vaisselle, tu fais pas le ménage, mais qui va le faire à ta place? Quand on va demander à nos femmes de faire la vaisselle, ils vont dire non, il faut que j'ai des belles mains. C'est ça, voilà, on va laisser la vaisselle aux hommes. Oui, oui, bien sûr. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais bien sûr, mais bien entendu. Bien. D'ailleurs, tiens, on va. Qu'à faire? C'est bizarre, on n'entend plus rien dans cette radio. On va passer à autre chose. Non, Jade. On reste là. Ok. Alors, comment avoir de belles mains? Alors, comment avoir de belles mains? Déjà, c'est que on a forcément des tâches ménagères à faire. C'est de commencer par se protéger les mains avec des gants. D'accord. Si vous en avez la possibilité, mettez des gants pour faire la vaisselle, pour lessiver le linge, la maison. Ouais, laver le parterre, voilà, laver le sol, balayer, astiquer. Et ouais, on n'a pas le choix. Donc voilà, déjà dans un premier temps, c'est de porter des gants. Ouais. Ensuite, essayez de faire des soins avec des gommages, des masques. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément des cosmétiques, des produits cosmétiques en magasin. Vous pouvez les faire avec faire vos produits. Ce qu'on a à la maison. À la maison. Voilà, d'accord. Très simple. Ok. Très simple. Donc je vais commencer par vous donner une recette de gommage pour les mains. Donc du miel toujours, parce que j'aime le sucre. Alors on prend une petite cuillère pour la gorge, surtout en ce moment. Il y a beaucoup d'angines, donc on prend d'abord la cuillère, on la mange. Voilà. Et ensuite de miel, on met sur ses mains, qui va soigner en fait les mains cicatriser. Cicatriser. Voilà, les mains qui peuvent être abîmées par le froid, par les agressions extérieures ou la chaleur même. On va prendre de l'huile d'olive. Une cuillère également d'huile d'olive qui va permettre d'assouplir les cuticules. Du sucre roux qui va permettre de gommer les peaux mortes, et du citron qui va permettre de blanchir les ongles. Tout ça on met dans un bol, on mélange dans un petit bol. C'est ça, voilà, dans un petit bol, un petit gobelet, on mélange le tout et on applique sur les mains et on gomme les mains. Et vous allez voir après, vous allez avoir en circulaire. Voilà, en circulaire toujours. Ouais. Doux, voilà, faut pas faire, faut pas trop frotter, C'est ça, voilà. Faut faire attention, parce que j'imagine que Jade, mais tu sors de là, je veux avoir de belles mains. Non, moi je fais faire par quelqu'un d'autre, je fais pas moi-même. C'est Pacha celui-là, c'est un Pacha. Il peut faire pour madame aussi. Lui, c'est un Pacha, il fait ni la vaisselle, ni le ménage. Et en plus, il se fait, tu me fais mon gommage des mains, s'il te plaît. Mais alors attends, le truc circulaire là, ça revient tout le temps, cette circularité là. Ça permet de faire circularité, ça permet de faire circuler le sang. Ah d'accord. Même au niveau de ton cerveau, tu vois, quand tu vas gommer tes mains, ça va aller jusqu'au cerveau. C'est ça. Ouais, tout à fait, j'ai bien compris. Et donc ce qui est bien, c'est que l'huile d'olive et le miel vont faire un film protecteur. Oui, ouais, c'est super, un beau c'est film ça. protecteur, vous allez avoir les mains vraiment toutes douces. Ensuite, vous pouvez faire également un masque hydratant. D'accord. Avec de l'huile d'olive, un jaune d'œuf, une cuillère à café de miel et du citron. Et là, pareil, vous laissez poser pendant 15 minutes. D'accord. Voilà. Et ensuite, l'excédent. Et l'excédent, en fait, vous rincez. D'accord. Vous rincez et puis après, vous verrez, vous aurez également les mains toutes douces et ça va réparer un petit peu toutes les petites gerçures. Ouais, surtout. Voilà. Bon, là, il fait pas encore froid, mais avec on va dire avec l'hiver qui arrive. Oui. Ça, c'est à noter. Ah oui, très important. Et en plus, on a souvent des micro-coupures, mais qu'on ne sent pas vraiment. Mais là, ça va vraiment permettre de tout réparer. D'accord. Très simple aussi, avec des bananes mûres.
plutôt que de les jeter parce qu'elles sont trop mûres. Et si vous n'avez pas le courage de préparer des beignets pour Medjahed, par exemple. Ah, moi Avec j'adore les bananes. Beignets aux bananes. J'adore les bananes mûres. Voilà. Si vous n'avez pas le courage, là, vous prenez ces bananes, vous les écrasez et on applique sur les mains, pareil en masque. Non. Et là, On peut le faire aussi sur le visage ou pas? Ouais, mais après tu sens la banane dans tous les sens. Ça sent bon la banane. la banane, Vaut mieux sentir la banane que autre chose, non? Ouais, mais bon, Paris, c'est bon. T'es gentil quand j'arrive dans les studios. Ah, tu sens la banane. Non, mais attends, toi, quand tu manges les merguez, c'est pas mieux. Ouais, mais non, mais Voilà. attends, la banane quand même. Au moins, t'arrives. Oh, mais Jay, t'as mis du parfum à la banane? Ouais, super. Ah, c'est pour ça, nous, l'expression j'ai la pêche, j'ai la banane. Ouais, bah, tu sais ça. Alors là, tu peux. Ok, c'était Tu peux sortir. Je m'en vais. La bonne blague a été tellement pourrie, oui, pas trop drôle sais, que franchement ça fait rire. Au moins ça Voilà. nous fait sourire. C'est clair. Donc après. Alors ensuite pour les ongles, pour les durcir et les blanchir, on va appliquer du jus de citron. Okay. Vous prenez un demi-citron et là vous appliquez sur les ongles en circulaire. Ouais, c'est bien. Ah, décidément, c'est circulaire, hein. Voilà, c'est ça. On aime bien les circulaires. Ah bah j'ai l'impression, oui, vous êtes très circulaire là ici. Tout autour des ongles et là les ongles vont non seulement blanchir et durcir grâce au citron, aux propriétés du citron. Super. Il y a un autre conseil Il y a un autre conseil, le beurre de karité, excellent. Vraiment, c'est mon produit préféré. Donc, à appliquer avant de se coucher. Vous appliquez une bonne couche de beurre de karité sur les mains et là, ça va vous protéger pour très longtemps le lendemain. Super, merci beaucoup pour toutes tes astuces, Founé. Merci à toi. Et on rappelle que Founé, évidemment, on la retrouve partout. Oui, elle a un site. Oui, j'ai un site internet, www.glamfashionbeauty.com. Également la page fan qui porte le même nom, facebook.com/glamfashionbeauty. Et un numéro de téléphone parce que Founé, elle est conseillère en images, spécialiste de la coiffure et du maquillage de cérémonie. Ah oui, si vous avez besoin de ses services, elle est là. Ah je ouais, suis là. Je suis sûr qu'elle a déjà plein de rendez-vous des auditeurs de France Maghreb 2. Eh oui, j'en ai plein. Ah, bah voilà. J'ai le Vous, meilleur des mesdames. rendez-vous avec Madame Inda Djedid. Ouais, ça c'est sûr. Ah, Hein. sérieux, Moi, c'est elle qui s'occupe de moi. Voilà. Et ben voilà, et toutes les auditrices qui veulent se faire belles, qui veulent rencontrer Founé pour une parfaite image, pour une mise en beauté, mise en beauté totale, eh bien vous pouvez la joindre et elle est à votre disposition. Alors un numéro de téléphone. Le 06 10 63 32 90. 06 10 63 32 90. Merci beaucoup Founé, tu peux rester avec nous si tu veux. On va retrouver donc une chanteuse magnifique, Nawel Ben Kraïm, qui elle est vraiment magnifique. Eh oui, qui est née en Tunisie. Elle va venir nous parler de son parcours d'artiste et aussi d'un futur concert le 5 octobre. C'est bientôt, hein. C'est bientôt. Oui, donc oui. on va revenir après une petite pause. Là c'est la pub. Hein. La pub, voilà tout la de suite. pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite et tout de suite place à notre invitée Nawel Ben Kraïm qui est chanteuse tunisienne qui vient nous parler de son parcours d'artiste. Nawel, bonjour. Bonjour. Alors, hop, excusez-moi, bien dans le micro. Alors, Nawel Ben Kraïm, vous êtes chanteur, auteur, compositeur franco-tunisienne. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 16 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous êtes aussi comédienne. Oui, en tout cas, c'est vrai que j'ai joué dans des pièces ou des films. Alors, votre premier album avec le groupe Cyrus Mama Please vous avez remporté le prix RMC Doua Lia à Alexandrie en Égypte, décerné par RFI. Oui. C'est super ça. Parlez-nous un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, de vos émotions au moment de recevoir ce prix. Bah, c'est vrai que c'était un peu la chance du débutant dans le sens où c'était un premier groupe, mon premier groupe de musique, qui avait quelque chose de très amateur. J'avais jamais fait de musique et je venais d'arriver sur Paris et je savais que j'aimais la scène et que j'avais envie de trouver des endroits où je pouvais m'exprimer à travers ça. Et à Paris, il y avait plein de petits cafés-concerts et tout ça, et je gratouillais un peu comme ça. Et donc j'avais fait un premier concert avec un mélange de reprises que j'aimais bien, de poèmes que je mettais sur un peu de musique et tout ça. Et après, j'ai monté un premier groupe en cherchant dans les bars, en mettant des petites annonces pour chercher des musiciens. Et on a un petit peu répété, et puis bah du coup, on
on avait tous entre 18 et 20 ans et voilà, moi j'écrivais en arabe, en français, puis du coup, je pense que c'était pas très professionnel, mais que c'était original et que du coup ça intéressait un peu. Puis spontané surtout. C'était vraiment du spontané, autodidacte. Oui. Et du coup, on m'a proposé de participer à ce concours en Égypte et donc j'ai postulé, c'était un truc par courrier machin et je m'attendais pas du tout à être retenue et surtout encore moins à ce qu'ils décernent le prix. Donc c'était la première fois où je me suis rendu compte que c'était un milieu où il y avait des professionnels, où c'était un peu structuré, où on pouvait après nous orienter, nous expliquer qu'il y avait des maisons de disques, que enfin bref, ça a déclenché un peu un début de à un âge où quand on vient pas forcément de ce milieu-là, où on n'a pas forcément les horizons en tête de ce qu'on peut faire avec la musique, ça m'a donné, ça m'a ouvert la voie, on va dire, et ça m'a énormément encouragée et ça a été le début vraiment d'un parcours artistique, quoi. Donc c'était un prix très symbolique et voilà, je les remercie beaucoup, quoi, voilà. Ouais, d'avoir eu ce prix. Alors, vous êtes né en Tunisie, c'est ça? J'ai grandi en Tunisie. Vous avez grandi en Tunisie? Je suis née dans un endroit qui n'a rien à voir avec mon parcours. Ah bon? Un autre endroit? Oui. Où ça? À Échirol, vers Grenoble. Ah oui, Échirol. Oui, on a entendu parler d'Échirol. Donc en fait, vous avez grandi en Tunisie et à 16 ans, vous décidez de revenir en France. Bon, à 16 ans, on décide pas de grand chose, donc j'ai plutôt suivi les parents. Oui, c'est ça. Et donc après, vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse? Je sais que vous aimiez le théâtre, vous aimez toujours le théâtre, et vous avez choisi la chanson. Alors qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi le théâtre plus que et la chanson? Bah en fait, j'ai eu la chance quand j'étais petite qu'à côté de mon école en Tunisie, il y avait un atelier théâtre et que le milieu du théâtre en Tunisie est très intéressant, il est très militant, il y a un accès qui m'a beaucoup apporté et éduqué, et donc ça c'était mes premières expériences artistiques, c'était à travers le théâtre. D'accord. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai essayé de m'inscrire à des cours de théâtre, mais j'ai pas retrouvé ce même truc un peu familial parce qu'en Tunisie, bah c'était souvent c'était des pièces qui parlaient de la société tunisienne, c'est un milieu. Donc du coup là, je voyais des gens qui passaient des castings, qui machin, mais j'arrivais pas à trouver ce truc créatif, collectif et tout ça. Alors que je sentais bien que dans la musique il y avait ce truc où je peux choisir soit des textes à moi, soit des poèmes que j'aime bien, soit des chansons que j'aime bien, et en tout cas être plus autonome, parce que je pense que ce que j'aimais dans l'idée d'être dans un processus artistique, c'était pas tellement juste de chanter ou de faire la comédienne, c'était plus de dire des choses qui ont du sens pour moi, de réunir des gens avec qui j'ai envie de le faire. Et donc finalement c'est juste que la musique c'était un endroit où j'ai eu l'impression que c'était plus libre, plus facile, qu'il n'y avait pas besoin qu'un metteur en scène me choisisse ou un réalisateur me choisisse, que il y avait des petits espaces un peu partout pour le faire, et la guitare, on peut en trouver pour 50 €. La voix et l'écriture, c'est des outils hyper accessibles, en fait. Tout le monde a une voix, tout le monde peut écrire. Enfin, tout le monde n'a pas de voix parce que... Non mais moi chanté, Founé elle chante très bien. Oui, elle m'a dit. Voilà, elle chante très bien, lyrique et tout. Pour le coup, moi voilà, j'ai une voix un peu particulière, donc je me suis jamais dit oui, je chante. Je suis pas quelqu'un qui va se dire quand j'étais petite, j'ai une voix un peu grave. C'est pas du genre. D'ailleurs. Mais c'est recherché un peu ce genre de voix. Hein. En tout cas, moi, je voyais pas forcément comme un truc spécialement un atout, quoi. Donc c'était plus vraiment parce que la scène c'était un endroit pour moi de partage où on pouvait dire des choses, où on pouvait être aussi libre d'explorer son imagination, sa créativité. Mais c'était en aucun cas c'était parce que j'aimais mes performances vocales. Après je pense que je me suis améliorée en faisant, parce que même quand on dit de quelqu'un qu'il est autodidacte, en fait on apprend. Bien sûr. En faisant, dans les réactions du public, et je pense que mes premières chansons, que ce soit dans les mélodies, dans le chant, dans l'écriture, elles étaient moins abouties que les dernières. Donc il y a quand même une formation qui se fait instinctivement, mais au fur et à mesure. Voilà. Nawel, on va peut-être écouter une de vos chansons. Avec plaisir. Et puis après on va revenir, vous allez nous parler un petit peu de cette chanson. D'accord. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz
et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Nawel Ben Kraim, qui est chanteuse franco-tunisienne, qui vient nous parler de son parcours d'artiste. Nawel, vous pouvez nous parler de cette chanson, déjà le titre de cette chanson. Oui, Alajel, ça veut dire parce que c'est toi ou pour toi. Et donc c'est un titre qui peut faire un peu chanson d'amour. Ouais. Mais dont le point de départ, en fait, c'était plus une chanson que j'ai écrite 2 ans après la révolution tunisienne. C'était un été avec un ami qui a un groupe qui fait des super trucs qui s'appelle Gultra Sound System en Tunisie. Et c'était un peu sur cette atmosphère après l'euphorie, toutes les radios qui s'étaient créées, toutes les associations qui s'étaient créées, l'espoir un peu qu'il y avait eu en Tunisie. Et puis après, les premiers attentats terroristes, et puis aussi la sensation que politiquement il y avait plein de choses qui étaient récupérées. Et du coup un peu sur cette désillusion. Et donc c'était un peu l'idée de raconter ça, comment le vent tourne, l'opportunisme, toutes ces choses qui peuvent décourager, mais où on continue quand même à voir qu'il y a des initiatives, on continue à y aller. Enfin, moi, même si je suis venue vivre en France à mes 16 ans, j'ai eu énormément de périodes où je suis repartie longuement en Tunisie parce que j'arrivais pas en fait à lâcher et même à essayer de faire des choses. À militer ou même le fait de chanter en arabe, c'est comme si ça avait vraiment du sens pour moi d'apporter quelque chose à cet endroit du monde. Et voilà, c'était un peu sur qu'est-ce qui fait que même quand on est désillusionné, déçu, on a quand même envie de continuer à faire des choses. Et donc c'était un peu à alléger parce que c'est toi. Donc voilà, c'est métaphorique. Il y a beaucoup de messages en fait subtils à travers des images. Voilà, je marcherai sur la braise pieds nus. Donc voilà, c'est-à-dire on peut se brûler, mais on continue à avancer et à déjouer les peurs ou les choses qui nous empêcheraient de faire. Et donc ça peut aussi se lire comme une chanson d'amour de ce qu'on est prêt à faire pour quelqu'un. Voilà. Alors pour une cause ou voilà. Ouais, oui, c'est ça. Alors, vous pouvez nous parler justement de votre première scène. La toute première, c'était un petit bar à Paris qui s'appelait le Mouftar, rue Mouftar. Ouais. Et voilà, je tremblais, mais c'était pas possible. J'imagine la première, en plus devant les gens et tout. Il y avait pas beaucoup de gens parce que c'était un bar, mais ça suffisait à me paralyser. Ouais. Mais en même temps, à me sentir hyper vivante et à sentir que c'était l'endroit dans lequel j'avais envie de passer le plus de temps dans ma vie. Et c'est toujours le cas, mais c'était une émotion tellement forte qu'elle n'était pas encore canalisée. Ouais. Mais ça m'a quand même donné envie de... Mais vous avez quand même chanté. J'ai quand même chanté. Et ça vous a motivé à continuer sur ce cheminement-là? Ouais, d'ailleurs, les premières scènes que je faisais, c'était chanter, mais il y avait aussi des passages un peu parlés, chantés. Enfin, je pense que justement ce que je vous expliquais par rapport au fait que j'ai commencé par le théâtre, ça faisait que j'étais un peu dans un entre-deux, voilà. Un peu comme du slam, non? Peut-être, on peut dire, c'est encore moins rythmique que du slam. C'était vraiment un mélange de chant et de poésie, on va dire. Et quels sont les messages que vous voulez transmettre à travers vos chansons? C'est vraiment pas des messages, ce serait plus des émotions, des énergies. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de tellement proche de l'émotion, tellement lyrique dans la musique, dans la chanson, enfin dans le chant, que c'est pas des messages, c'est pas un message, ce serait qu'on veut arriver à faire comprendre quelque chose. Là, il n'y a rien à comprendre. Des fois, justement, c'est contradictoire. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, dans l'espace de la créativité, c'est que il y a la place pour les émotions avec toutes les contradictions que ça comporte. Et un être humain, c'est complexe. Et je trouve que c'est bien l'endroit où on n'essaye pas de résumer, d'expliquer, d'être clair. Non, on a le droit d'être confus, contradictoire, multiple. Et pour moi, c'est ça, c'est ces émotions-là, c'est riche. Donc du coup, s'il y a quelque chose derrière, c'est ça justement, c'est qu'il y a rien d'uniforme, c'est qu'il y a de la place pour toutes ces couches-là. Parce que évidemment, dans une chanson, il y a du texte, donc il y a quelque chose d'intellectuel, mais il y a aussi une mélodie, donc il y a quelque chose de plus émotionnel. Il y a aussi un rythme, donc il y a quelque chose de plus de l'ordre de l'énergie. Et c'est tout ça qui. C'est cette transmission en fait d'émotions que vous voulez partager, en fait tout ce qui est en vous. Ouais, tout ce qui fait notre petite part d'humanité et d'imperfection, de contradiction. Et j'ai l'impression que c'est des moments où pendant 1 heure, on est tous là, les gens qui sont dans la salle, les musiciens qui sont avec moi et moi qui ai décidé de réunir tout ce beau monde. On est tous là avec notre petite part d'humanité qui se rencontre, qui se relâche, qui cherche pas à se grandir. Il y a un partage, exactement. Voilà, juste à se... À donner. À donner. À transmettre. Voilà.
exulter un peu. Enfin, il y a un truc. Ouais, on peut dire ça, hein, exultons, il y a pas de souci. Bah, ça dans le sens, voilà, c'est un truc aussi assez primaire, quoi. Enfin, je pense que la musique, ça existe depuis que les humains existent, quoi. C'est un truc vraiment. C'est en nous. C'est en nous, exactement. Après, il y a d'autres personnes, il y a certaines personnes qui l'extériorisent, d'autres qui l'extériorisent pas. Et d'autres qui le reçoivent, et ça va, et voilà. C'est ça, exactement. Alors, Nawel, vous nous apportez une deuxième chanson. Parlez-nous un petit peu, avant qu'on l'écoute, de cette deuxième chanson. Cette chanson, elle s'appelle Navigue. Et le petit texte en arabe, parce qu'elle est en français et en arabe, ça dit « Couds mes larmes à mes yeux à ma bouche, ma bouche à ma parole, et ma parole à mes droits. » Et c'est un peu une chanson qui parlerait de réparation, de résilience, de comment trouver un apaisement, une parole, enfin voilà. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Nawel Ben Kraïm, chanteuse tunisienne, franco-tunisienne, qui vient donc nous parler de son parcours d'artiste. Et là, on a entendu une autre belle chanson, Nawel. Et c'est vrai que vos chansons, c'est vraiment vivante. Il y a de l'émotion. Et vous faites partager ça. Vous vous mettez à nu. Expression, bien sûr. Et c'est merveilleux parce que voilà, vous ne trichez pas. Vous êtes dans l'instant présent et vous donnez. Ça vous parle ou pas? Bah, je vous remercie. En tout cas, si vous le ressentez comme ça. En tout cas, oui, moi, c'est un espace où je trouve, de sincérité et de liberté, et où des fois, j'ai l'impression qu'on peut être même plus sincère que dans la vie. C'est vrai, sur scène. Ouais. En fait, sur scène, on peut exprimer ce qu'on n'arrive pas à exprimer, par exemple, si on est en face d'une personne ou qu'on ne chante pas. C'est plus ça. C'est ce côté où on garde beaucoup l'intimité lorsqu'on n'est pas artiste. Alors que quand on est artiste, on dévoile cette intimité aux autres, mais sous forme d'inspiration de chansons. Oui, c'est comme si peut-être on essaie de traduire ça, et puis finalement, comme tout le monde a ces trucs derrière toutes ces barrières sociales, bah à la fin, c'est un endroit où on partage des vraies paroles de soi. Au final, on lâche quelque chose de beau. De merveilleux. De soi. Ben ouais, mais c'est beau. C'est l'instant vrai, l'instant présent, mais c'est quelque chose où on ne triche pas. C'est ça. Alors, donc, vous êtes franco-tunisienne. Une petite question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette double culture? Parce que parfois, quand on est franco-tunisienne, franco-algérienne ou franco-malienne, voilà, comme Founé ici, parfois on a du mal avec cette double. C'est pas qu'on a du mal, c'est une richesse, mais vis-à-vis de qui sommes-nous? Où sommes-nous? Quand on va là-bas, on vous dit on est français. Quand on est ici, on vous dit que vous êtes étranger. Comment vous sentez? Moi, je pense que ça me donne conscience de certaines choses. Ça me donne surtout conscience des rapports de force qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que le fait d'avoir deux passeports différents, des cousins qui, avec un des passeports, ne peuvent pas se déplacer aussi librement que d'autres cousins qui ont l'autre passeport, bah, ça me rappelle qu'il y a des privilèges que certains ont, que d'autres pas. Donc après, cette conscience-là, à moi de l'intérioriser et d'avancer avec ça. Donc j'essaye d'être pas dans une approche de cette double culture comme quelque chose, oh là là, le métissage, ou de se dire au contraire c'est quelque chose de non, c'est plutôt quelque chose qui me donne un accès à une conscience politique, on va dire. D'accord. Ça peut être donc considéré aussi comme une richesse. Oui, je pense que c'est une richesse, parce que pour moi c'est très important d'avoir conscience de ça, parce qu'on est dans un monde avec des rapports de force très violents, donc moi je trouve que c'est la base, quoi, d'avoir conscience de ça. Donc pour moi ça, c'est déjà ça. Le fait d'avoir une prise de conscience, c'est déjà important. C'est le premier pas déjà. C'est bien. Il y en a qui ont même pas conscience de ça. Ah oui, la plupart des gens. La plupart, ouais. Les gens qui dominent ce monde. Malheureusement. Pas alors, on y vient. Le 5 octobre, vous faites un concert à Paris. Donc pour un événement, c'est la francophonie métissée. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter de participer à cette aventure de la francophonie et métissée? Alors, vous allez nous expliquer un petit peu francophonie, métissée. Bon, j'imagine, mais on va... Après, je pense que c'est des événements qui racontent justement ce qu'on dit par rapport à la double culture, c'est que on est obligé de mettre dans un
enfin, c'est comme s'il y avait une culture dominante qui serait la culture occidentale et on est obligé de faire des endroits pour les cultures dites du monde. Enfin, c'est comme le concept de musique du monde. Moi, j'ai un peu de mal avec ce terme-là parce que, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, moi, dans ce que je fais, il y a une approche entre la folk, la musique électronique et le fait qu'il y ait de l'arabe, bah, on va assez systématiquement se dire c'est de la musique du monde. Or, la langue arabe, c'est une langue vivante, c'est une langue actuelle. Il y a énormément de gens en France qui la parlent. C'est vrai. Mais on en est là à réserver aux gens qui travaillent avec des instruments du Maghreb ou des langues du Maghreb ou d'Afrique des événements autour de donc c'est tant que c'est des espaces pour nous exprimer voilà c'est très bien. Mais après pour moi c'est pas forcément quelque chose que je vais où je vais vous dire bah je veux dire je sais pas, j'ai pas de théorie sur le fait qu'il y ait des festivals qui s'appellent Métissés ou pour moi, c'est un espace de plus pour m'exprimer. Après, il se trouve que du coup, bah c'est vrai que il est intéressant parce qu'il y a ils mettent à l'honneur des artistes intéressants. Je crois qu'il y a un hommage à Aimé Césaire dans une des soirées. Il y a des artistes qui réfléchissent à ces thèmes et donc du coup, moi, comme c'est vrai que c'est des thèmes que je trouve intéressants, de questionner l'identité, les rapports de force politiques, etc. C'est un festival où on va retrouver tout ça, donc je me sens totalement à ma place. Mais après, en soi, sur la francophonie et les festivals qui nous mettent entre artistes dits métissés, je sais pas. Je pense qu'on en est là parce que justement, on n'en est pas encore à ce qu'on soit représenté partout, en fait. Et Nawel, où est-ce que votre concert à Paris, mais ce sera où exactement l'adresse? C'est rue Quincampoix, donc c'est vers Beaubourg. Et c'est le centre Wallonie-Bruxelles. Et donc c'est la Belgique en fait qui nous a programmé. D'accord. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire quelques scènes en Belgique. C'est un pays que je trouve ouvert. En tout cas, moi, ils m'ont toujours accueilli avec beaucoup de générosité. Et voilà, c'est la première fois que je joue dans ce centre, donc le centre Wallonie-Bruxelles. Et ce sera à quelle heure? À 20h. À 20h. Ouais. Super. Donc 20h le 5 octobre. Donc c'est entrée. C'est 10 €. Les gens qui viennent en groupe, donc je sais plus si c'est à 4 ou 5, c'est 5 € quand on vient. À plusieurs en groupe. Oui, à 4 ou 5, je sais plus. Les infos, elles sont sur le site du Centre Wallonie-Bruxelles ou sur mon Facebook Nawel Benkrayem. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Nawel de nous avoir fait découvrir votre monde, votre univers. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. Nous on revient après une petite musique. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Je suis toujours donc avec Founé. Comment tu vas Founé Diarra Diop, notre conseillère en images, beauté et tout. Et Medjahed, comment ça va? Moi toujours bien. Alors qu'est-ce que tu as pensé de nos invités, de l'association et justement de Nawel? Bah Nawel était bien, charmante comme tout. Ouais, malheureusement ça m'étonne pas de toi. Rien à accomplir, elle a l'air dure en affaires. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le râteau il était déjà programmé. Le râteau. On va le dire tout de suite. Elle va dire next. C'est plutôt ça. Ouais. Ah ouais. J'avais même envie de dire c'était une nana businesswoman. C'est-à-dire elle est venue faire son truc. Non. Si. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Si, j'ai pris un râteau, je suis pas content. Ah là, c'est ça. T'as vu comment il est? J'ai beaucoup reçu d'humanité. Ouais. Moi, à travers justement nos invités, on a vu que il y a des personnes qui s'investissent quand même. L'association. Pour l'association, c'est autre chose. Humanité France-Algérie, qui s'investissent énormément pour faire connaître justement le côté artistique, l'environnement, la préservation de l'environnement. Ça, c'est important parce que il faut comprendre une chose, c'est que nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, nous sommes petit à petit, on détruit notre propre planète. Et si on détruit notre planète, on se détruit soi-même. Hein, Founé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai? Oui. Bah oui, parce que si, on va dire, si on détruit la nature, les poissons sont pollués, les eaux sont polluées. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des graines. On va manger des gélules. Les gélules, les graines, tout ça, mais tout va être pollué. Et donc, ce qui est important, c'est que vraiment, il faut que chaque personne prenne conscience que nous sommes tous responsables de ce qui arrive dans la planète. Donc,
eh bien, ne serait-ce qu'un papier, je le ramasse, je le mets pas par terre, je le mets à la poubelle, je fais du tri sélectif, je fais attention à ma consommation d'eau, je fais attention à ma consommation alimentaire pour pas faire de gaspillage. Ça aussi, c'est important, parce que quand on fait au niveau des aliments pas de gaspillage, on pense aussi à tous ces enfants, toutes ces personnes dans le monde qui meurent de faim. Et j'aimerais aussi, puisqu'il nous reste quoi, 2-3 minutes, Medjahed, hein, ça part vite. Ah oui, vite. Allez. J'aimerais aussi vous demander, avant de faire ma demande, donc déjà passer un petit coucou à Zineb. Donc Zineb Chawad, vraiment c'est une femme extraordinaire qui nous suit tout le temps sur France Maghreb 2 et que j'aime beaucoup, qui Zineb Chawad du Havre, donc qui revient du Hajj et qui est une femme extraordinaire. Voilà, en tout cas Zineb, on t'aime très fort. Voilà, ça c'est dit. Bisous Zineb. Voilà, l'autre chose, ce que j'aimerais aussi, c'est que même toi Medjahed, pendant on va dire quelques instants, vous fermez les yeux et vous remplissez votre cœur, votre âme, votre esprit d'un amour tellement puissant. Et vous aussi les auditeurs, hein, surtout vous, hein. Vous fermez les yeux et vous imaginez une boule de lumière et beaucoup d'amour vous remplir et surtout de l'envoyer à toute l'humanité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'événements, que ce soit des événements climatiques, que ce soit des événements au niveau de différents êtres humains qui se font la guerre entre frères, que ce soit au niveau des enfants qui sont massacrés, tués, des enfants aussi qui sont violés malheureusement, des femmes aussi pareil, des hommes, des droits, des communautés entre elles qui font la guerre alors qu'ils sont frères et sœurs. Il est important justement de fermer les yeux et de transmettre ensemble tout cet amour à toute l'humanité. Et quand je dis ça, sachez une chose, c'est que ça a un énorme impact. Ça a un énorme impact sur la planète, sur les êtres humains. Et si on veut sauver notre humanité, si on veut sauver le monde, eh bien c'est avec l'amour et pas avec la haine. Rendez la lumière à l'obscurité, donnez de l'amour, mais pas n'importe quel amour, de l'amour inconditionnel, illimité. Et vous avez cette capacité de le faire. Hein, Founé était avec moi. Founé, elle aussi, elle donne beaucoup d'amour à l'humanité. On donne beaucoup d'amour à nos auditeurs qui nous aiment, qui nous suivent. Et on vous dit, on vous aime vraiment du fond du cœur. Et vous êtes co-créateurs de votre monde. Vous pouvez, vous aussi, sauver l'humanité, ne serait-ce qu'en ayant des bonnes intentions et des belles pensées, ça c'est important. Et aussi, transmettez, priez pour toute l'humanité tout entière. On vous aime très fort. Et encore une fois, donc, je remercie tous nos invités ASIA, de l'association Green Humanité France Algérie et tous ceux qui sont venus avec avec elle, qui sont merveilleux et qui font du travail merveilleux pour l'humanité tout entière. Nawel Benkraïm qui est chanteuse franco-tunisienne. Nesrine, on t'aime aussi. Ça c'est pareil, on prie très fort pour toi aussi. Sans oublier notre chroniqueuse Souné Diarra Diop qui est belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Comme Maïnda Chéré. Et Medjahed à la technique, hein, malgré ses bêtises des fois. Ouais. Voilà. Mais il est là, il est fidèle au poste. Je suis là, fidèle à Hinda. Voilà, fidèle à moi. Fidèle à France Maghreb 2, oui. Fidèle à Hinda dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et nos fidèles auditeurs, parce que sans eux, nous ne serons pas là. Ouais. Et ça, c'est important de leur dire. Et je vous dis merci. Merci, parce que merci France Maghreb 2 de nous donner cette possibilité de faire une émission qui œuvre dans le vivre ensemble, l'humanité, la paix, l'amour, le partage et la transmission, la valorisation de l'être humain. Merci et Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région.